y a un tabou autour de l'addiction. Donc, et parfois, on peut même souffrir d'addiction sans savoir qu'on souffre d'addiction. Moi, je sais que je pouvais commencer à penser à l'alcool dans la journée. C'est-à-dire me dire, ah, ce soir, je vais boire. Il y avait une anticipation et une programmation. Ouais, en fait. Et là, ça me créait un soulagement et ça me créait de l'euphorie, en fait, dans ma journée. Je disais, ah, trop bien, ce soir, je vais boire. Et en fait, ça, c'est déjà une perte de liberté. C'est-à-dire que quand j'étais étudiante, ça pouvait être parfois tous les soirs. C'est-à-dire que je pouvais aller jusqu'à 1-2 bouteilles tous les soirs, mais recommencer. Alors que là, quand même, depuis quelques années, c'était plus tous les 2-3 jours, mais ça restait des consommations vraiment très excessives, avec des mises en danger très excessives. Moi, finalement, j'oubliais tout ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avais le lendemain des blackouts quasi totales. Mais pour les personnes aussi qui m'entourent, je sais que c'est terrible parce qu'elles m'ont vu faire des choses terribles. Donc, qui, je pense, a eu beaucoup d'impact sur mon entourage. C'est un petit peu difficile pour moi, je pense aussi poser encore des mots. Mais c'est quand même le flirt avec la vie, quoi. Hein, c'est-à-dire, plutôt avec la mort d'ailleurs. Mais de te sentir vivante, en fait, de te mettre un peu en danger. De tester les limites de mon existence, ouais. Je te propose aujourd'hui une vidéo qui me tient vraiment à cœur sur l'alcoolodépendance ou le trouble lié à l'usage de l'alcool. C'est encore un sujet tabou, notamment quand on parle de la consommation d'alcool des femmes. Il existe plein d'idées reçues sur les professionnels de la santé mentale, notamment que nous n'aurions pas de problème psy, parce que oui, on a tous les outils à notre disposition pour réguler nos émotions, etc. etc. Alors ça, c'est complètement faux. On est soumis, comme n'importe qui, aux aléas de la vie et on a des risques de développer également des troubles psychiques. Et c'est le cas de Manon, psychologue, qui nous livre son témoignage aujourd'hui. Bonjour Manon. Bonjour Delphine. Donc tu voulais nous parler un peu de ton expérience avec l'alcool. Oui, qui j'espère pourra apporter quelques réponses et de motivation pour les personnes qui en souffrent. Et d'espoir aussi. Et d'espoir. Parce que tu en es sortie. Je spoil, mais tu en es sortie depuis un moment maintenant. Oui. Depuis combien de temps? 1 an et 2 jours. Félicitations. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les étapes qui t'ont fait tomber dans cette consommation excessive? Alors les étapes, c'est pas franchement des étapes, j'ai commencé à consommer de l'alcool quand j'avais 14 ou 15 ans, avec des copines, ou des amis ou des copains comme ça, pour faire un petit peu comme tout le monde. Et petit à petit, alors l'alcool a toujours déjà eu un effet assez différent sur moi que sur les autres, c'est-à-dire que j'avais toujours plus de comportements extrêmes sous alcool, c'était toujours plus, et j'avais déjà tendance effectivement à pouvoir déjà consommer un peu plus que les autres. Mais là, rien de fulgurant. En tout cas, j'ai commencé à avoir un rapport à l'alcool un peu plus compliqué quand j'avais 18 ans. J'étais à l'époque comédienne, et c'est vrai que je me suis retrouvée très vite dans un milieu où les gens étaient aussi plus âgés que moi. Et du coup, beaucoup de soirées. Et du coup, au début, c'était un alcool mondain. En fait, l'alcool a vraiment démarré après une première rupture sentimentale. Ça a été tout de suite un exutoire, quelque chose qui me permettait vraiment dans ce moment, en tout cas, que je traversais à 18 ans, de mettre fin à une souffrance, en tout cas, affective, là, en tout cas, par rapport à une rupture. Mais j'ai tout de suite ressenti des effets qui m'ont plu. Parce que ça anesthésiait, parce que ça désinhibait, parce que je pouvais me permettre d'être qui je suis. Il y avait plein de choses que je trouvais qui m'apportaient vraiment des bénéfices plus. D'accord, donc au début c'était vraiment pour tester, pour être intégré au groupe. Oui. Une fonction un peu aussi de convivialité. Oui. Et ensuite c'est devenu un peu un évitement émotionnel. Quand tu étais dans des états émotionnels trop intenses, l'alcool ça te permettait en fait de t'anesthésier. De m'anesthésier, et de pouvoir ressentir de l'euphorie dans des moments aussi de souffrance. C'est-à-dire d'aller chercher des sensations fortes dans des états émotionnels pas forcément faciles, mais qui pouvaient comme ça les faire switcher très rapidement. Et très vite. Pour éviter la souffrance. Pour éviter la souffrance. Temporairement. Très temporairement. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que tu te rappelles un peu d'une idée de la quantité de consommation, pour avoir un peu une... Très honnêtement, et je vais faire peur peut-être, je faisais ce qu'on appelle du binge, c'est-à-dire que dès que je commençais un verre, je n'arrivais plus à m'arrêter.
c'est le corps en fait qui m'arrêtait. C'est-à-dire que pour certaines personnes, elles vont peut-être ressentir un feu orange, c'est-à-dire des premières manifestations physiques où elles vont se sentir malades ou avoir envie de vomir. Moi, j'ai pas tous ces signaux. C'est-à-dire que l'alcool, c'est une fois que je démarre, ça s'arrête quand mon corps s'arrête et quand tout s'arrête. Et qu'il n'y a pas de limite. Donc voilà, c'est on-off et du coup il n'y a pas vraiment de consommation parce que ça pouvait être selon mes humeurs, ça pouvait être selon comment je me sens, si j'ai mangé, parce qu'il y a plein de choses aussi qui font qu'on peut plus vite être bourré. Mais ça pouvait aller peut-être jusqu'à 2 bouteilles, quoi, de vin ou parfois plus. J'imagine que ces consommations t'ont entraîné beaucoup de problèmes dans ta vie perso, pro, que ça a eu un impact en tous les cas. Alors ça a eu un impact, oui. Alors surtout dans ma vie perso, parce que dans ma vie pro, j'ai quand même toujours réussi à la préserver. C'est-à-dire que mon rapport à l'alcool, c'est pas un rapport où je vais me lever un matin et je vais avoir une envie irrépressible de boire. C'était vraiment tous les 2-3 jours. Donc ça restait gérable dans ma vie professionnelle et quand même avec les années, c'était moins là. C'est-à-dire que quand j'étais étudiante, ça pouvait être parfois tous les soirs, c'est-à-dire que je pouvais aller jusqu'à 1-2 bouteilles tous les soirs et être très malade le lendemain, mais recommencer. Alors que là, quand même, depuis quelques années, c'était plus tous les 2-3 jours, mais ça restait des consommations vraiment très excessives, avec des mises en danger très excessives. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a l'impression que l'alcoolodépendance, c'est présent quand c'est tous les jours. Et en fait, c'est plutôt une perte de liberté face aux produits, plutôt qu'une question ni de quantité, ni de fréquence. Oui, c'est même une perte de liberté cognitive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je pense Moi, je sais que je pouvais commencer à penser à l'alcool dans la journée. C'est-à-dire me dire, ce soir, je vais boire. Il y avait une anticipation et une programmation. Ouais. Et là, ça me créait un soulagement et ça me créait l'euphorie en fait dans ma journée. Je disais, trop bien, ce soir, je vais boire. Et en fait, ça, c'est déjà une perte de liberté. Parce que tu es déjà là-dedans, tu as déjà programmé ta soirée. Et parfois, je me suis même vue décommander des soirées parce que pour moi, c'était un moment euphorique et de lâcher prise, de me dire, je vais boire mon verre, quoi. Et là, je vais ressentir un vrai état de soulagement et je vais être bien. Et c'est terrible en fait, parce que c'était associé à un moment d'euphorie. Parce que je ne veux pas parler de bien-être, parce que c'est pas du bien-être, mais c'est vraiment un moment d'euphorie. C'est intéressant que rien que le fait d'y penser, ça entraînait aussi déjà... Et ça, on n'en parle pas, mais ça fait partie de l'addiction en fait, c'est-à-dire de penser à. C'est quoi la pire situation, soit de prise de risque, soit la pire situation que tu aies vécue à cause de l'alcool? Il n'y en a pas une en particulière. Après, c'est un petit peu difficile pour moi, je pense aussi de poser encore des mots. Le flirt avec la vie, quoi, c'est-à-dire plutôt avec la mort d'ailleurs, mais de tester les limites de mon existence. Ouais. Voilà. Moi, finalement, j'oubliais tout ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avais le lendemain des blackouts quasi totales. Mais pour les personnes aussi qui m'entourent, je sais que c'est terrible parce qu'elles m'ont vu faire des choses terribles. Donc, qui, je pense, a eu beaucoup d'impact sur mon entourage. Et en même temps, un entourage qui m'a quand même sauvé la vie plein de fois. Donc, parce que plein de fois, à un moment, mon corps disait stop et je tombais, ou je me faisais du mal. Je pense que sous alcool, j'étais un petit peu l'expression de fissure, justement, de souffrance. Et ça réactivait, beaucoup de souffrance. Donc, difficile à gérer pour l'entourage. Mais qui te mettait en sécurité. Qui me mettait en sécurité et qui me sécurisait de moi-même, ouais. Ce qui est dur, je trouve, avec l'entourage, c'est que souvent, ces histoires un peu d'alcoolisation excessive sont valorisées. On en rigole, on met en avant « Ah, tu te rappelles la fois où ?» Et je trouve que ça renforce beaucoup, en fait, ce type de comportement aussi. Ça renforce beaucoup et je pense que ça peut être plus le cas chez un homme que pour une femme. Toi aussi, t'as un mystique. C'est plus le cas pour un homme? Je pense, on va dire, regarde hier, nanana. Alors pour une femme, je pense tout de suite qu'on va la regarder très différemment. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que l'alcoolisation des femmes est plutôt cachée, généralement. Et qu'il y a un rapport à la honte très fort. Parce qu'un mec, on va lui dire, t'as vu ce que t'as fait hier, on va en rigoler. Alors qu'une femme, je pense qu'il y a un côté un peu plus... ça fait un peu... Jugeant. Ouais. Je pense que c'est plus difficile à le... moi, des fois, quand je faisais des soirées, je voyais bien que quand c'était des amis garçons, on allait plus les charrier.
Alors que moi, il y avait un autre rapport. Je ne sais plus ce que c'était la question. Non, mais c'était ça, c'était sur l'entourage, ouais. Ah oui, l'entourage. Qui peut être à la fois renforçateur de la consommation, mais aussi ah oui, protecteur. Oui, non, là, ils étaient plus très renforçateurs à la fin. Ouais. Même au début, d'ailleurs, ça n'a jamais été trop renforçateur, mon entourage. Ouais. Par contre, ils sont très renforçateurs maintenant. Oui, c'est bien que tu ne boives plus, c'est bien. Oui, mais je pense qu'ils ont eu peur pour toi aussi. Oui, ouais. Je pense pas que ça serait aller boire un petit verre, ça va être... parce que ça, c'est aussi beaucoup. Culturellement, en France, c'est compliqué. C'est très compliqué de refuser un verre d'alcool. Ah bah, quand tu arrêtes de boire et que les gens ne te connaissent pas, ils ne se rendent pas compte, en fait, quand on te dit, allez, bois un petit verre, ça va rien te faire, j'ai des fois envie de leur répondre, ok, je vais boire un petit verre, tu vas voir ce que ça va vous faire. Il y a un côté, les gens se vexent de ne pas partager un moment de joie avec eux, pas partager le champagne, le verre de vin. Et il y a un truc très culturel français où on a du mal à comprendre. Totalement. Et à accepter. Donc oui, tu te sens assez mise à part quand tu ne bois pas d'alcool. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de le dire, c'est-à-dire que dans tout environnement où je peux aller, je dis je ne bois pas d'alcool. Et j'explique pourquoi je ne bois pas d'alcool. Parce qu'en plus c'est un tabou, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il y a une honte autour de ça. Et en même temps, tu bois parce que tu as honte et tu as honte parce que tu as bu. Et tu restes après dans une boucle dont tu ne te sors pas. Et je trouve que d'en parler, ça permet aussi peut-être, en tout cas de faire passer un message à la personne qui est en face de moi ou à côté de moi, sans jugement et sans dire quoi que ce soit, mais de dire que oui, c'est possible, ça peut toucher toute personne, de tout environnement, de tout âge. Et que voilà quoi, l'alcool, c'est pas que se réveiller un matin et boire sans s'arrêter. C'est aussi le temps que ça te prend dans ta tête, d'y penser, le avant, mais aussi le après, parce que quand tu as pris une cuite, t'es très mal aussi. Et que moi, physiquement, j'étais très très malade. On en parle peu, ça, de l'effet dépressogène. Dépressogène et anxiogène. Et anxiogène, oui. Donc, il y a un rebond quand même. On boit pour s'apaiser, et en fait, le lendemain, on est encore plus mal. On est encore plus mal. Et pas que le lendemain, 2-3 jours, on est encore plus mal. Et c'est d'ailleurs ce qui peut repousser après à reboire. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Tu parlais de honte, et tu disais que après avoir bu, tu avais honte. Alors que tu ne te souvenais plus vraiment, mais en fait, on te racontait, c'est ça ? On me racontait, et de ne pas savoir, c'est très vertigineux. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu as fait, comment tu l'as fait, ce que tu as dit, parce que c'est une perte de contrôle littérale. Et les blackouts, je trouve qu'il n'y a rien, en tout cas pour moi, il n'y avait rien de pire que de ne pas savoir ce que j'avais fait. Et surtout, je pouvais parfois aussi avoir des signes sur mon corps, des bleus, qui indiquent qu'il s'était passé des choses pas forcément cool. Donc c'était beaucoup aussi de tristesse envers moi de m'infliger tout ça, et sans pour autant pouvoir arrêter, parce qu'à chaque fois, l'euphorie, l'appel de l'alcool, ce qu'on appelle le craving, était plus fort que tout, quoi. C'est-à-dire qu'il était, même les conséquences en fait, qui étaient liées à l'alcool, elles n'avaient que peu de poids comparativement au craving et à ce que je ressentais, et l'envie vraiment, ce qu'on appelle irrépressible, de consommer en fait. Donc c'est ça qui est dur, parce qu'en même temps tu as cette envie irrépressible, et en même temps il y a une atroce souffrance et tristesse et culpabilité et peur de ce que tu as fait, de ne pas savoir, et un effet encore plus anxiogène. Donc ouais, c'est le serpent un peu qui se mord la queue en permanence, quoi. Ce que je trouve aussi impressionnant, c'est que tu oses le dire, parce que tu dis que finalement dire qu'on a été alcoolodépendant ou alcoolodépendante, c'est souvent source de honte, alors que finalement c'est un grand courage de le dire. Et je trouve que c'est marrant que les gens ressentent cette honte-là, parce que c'est quelque chose dont les gens parlent régulièrement après l'arrêt. Se sentir honteux d'avoir été dans cet état, d'avoir traversé ces choses-là, alors que finalement, ils ne voient pas le parcours jusqu'au moment où ils ont réussi à arrêter. Et c'est ça qui est hyper fort et hyper courageux. Parce que je crois que déjà, c'est quand même un tabou. C'est-à-dire que quand tu bois, tu es montré du doigt. Et que c'est pas toujours une fierté de se dire que tu es une personne seule dans un bar et de picoler seule en fait, à ta table. Te mettre en danger, et c'est l'image aussi que tu renvoies, parce que les gens ont un regard sur toi, et ça c'est un fait. C'est-à-dire que c'est pas que
c'est pas, en fait, c'est pas grave, parce que non, les gens, ils ont un regard sur toi, ils portent un regard sur toi. Et tu dois aussi, en fait, porter ce regard. Et tu imagines aussi leur regard, du coup, c'est... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est pire, ce regard, que celui que tu te portais à toi-même, en fait? Les deux, je crois. Les deux, parce que mon rapport à la honte a toujours été alors très fort, de par mon histoire, mais effectivement, c'était vraiment les deux. Et en fait, l'alcool, pour moi, c'était un truc qui renforçait cette émotion tout le temps, continuellement, la honte. Et d'ailleurs, depuis que j'ai arrêté de consommer de l'alcool, mon rapport à la honte a littéralement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à une époque, je pouvais être constamment à l'affût de ce qu'allait penser telle ou telle personne, pas que quand j'étais alcoolisée, hein. Même dans ma vie en général, alors qu'à contrario, aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Enfin, il y a vraiment un truc à lâcher par rapport à la honte. Et je pense que l'alcool, ça renforçait, en fait, ça majorait, ça faisait presque une honte chronique, en fait, par rapport à moi-même. Et de l'anxiété, et la culpabilité, bon bref, tout ce qui va être associé, mais un truc autour de l'image de moi, en fait, de toute façon, et de ce qu'allaient penser les autres, qui aujourd'hui a complètement lâché. C'est-à-dire que je ne ressens plus ça. Je ressens de la honte comme tout le monde dans certaines situations, mais plus d'une façon chronique et pathologique. Parce que je pense que l'addiction, elle est souvent liée effectivement à la honte beaucoup. Donc à l'image de soi, à la honte, au vide aussi, parce qu'on parle souvent de l'euphorie et du mal-être, mais c'est aussi très associé au vide quand tu as du mal à ressentir le sens ou du mal à te sentir. Moi, l'alcool, j'avais cette sensation que ça me donnait justement de la sensation et de la contenance. Alors que pas du tout, puisque finalement, ça me décontenançait. Mais en tout cas, quelques minutes de contenance pour 3-4 jours de décontenance. Donc, n'oubliez pas ça. Et à partir du moment où tu as arrêté, est-ce que tu as noté d'autres effets positifs sur ton corps ou sur ta santé mentale aussi? Alors, il faut quand même dire qu'au début, c'est pas facile parce qu'on a l'impression que ça va tout de suite se solutionner. Au début, je suis quand même passée par une phase de 3-4 mois, déjà où c'était très dur parce que s'exposer à la bouteille avec des personnes qui, elles, vont boire, c'est pas facile. Je me souviens que j'avais eu un mariage un mois après où c'était très difficile, où j'étais avec mes petites bières sans alcool, dans mon craving de petites bières sans alcool. Mais donc au début, c'est difficile. C'est difficile aussi parce que tu traverses une phase où tu te sens déprimée. C'est-à-dire où tu ne comprends pas forcément, et anxieuse, où tu ne comprends pas forcément le sens de pourquoi tu arrêtes tout de suite. Et ça, c'est un peu perturbant. Parce que tu te dis, mais finalement, pourquoi j'arrête en fait? Il est où le sens? Alors certes, il n'y a plus la gueule de bois, le corps va mieux, mais au niveau de l'humeur, il y a quand même un effet. Et forcément, puisque l'alcool, c'est quand même un anxiolytique, même si c'est à court terme, enfin en tout cas c'est un effet d'anxiolytique, et que finalement tu es toujours dans l'anesthésie de toi-même. Donc même s'il y a des moments où tu recouvres un peu de toi, tu es quand même anxieuse et tu vas reboire, donc tu es toujours dans l'anesthésie. Donc là, de plus anesthésier, comment je vais faire en fait? C'est-à-dire que là, je vais être avec moi-même, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire dans les moments où je me sens vide, où je m'ennuie, où j'ai peur, comment remplir ce que remplissait l'alcool. Quelle fonction en fait comment je vais faire. Donc 3-4 mois où je me suis quand même sentie assez déprimée, où je faisais beaucoup de rêves, de cauchemars sur l'alcool, où je rebuvais à mon insu, où quelqu'un me mettait de l'alcool sans que j'ai demandé et que du coup je culpabilisais. Donc ça, les 3-4 premiers mois, c'est pas la lune de miel, hein, faut quand même le dire. Mais avec quand même quelques effets bénéfiques. Enfin, il n'y a plus les gueules de bois, le corps récupère, donc c'est quand même très différent. Et puis surtout, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'en parler. C'est-à-dire que le moment où j'ai décidé d'arrêter de boire, j'ai dit, j'ai un problème avec l'alcool, j'arrête de boire. Parce que ça m'engageait. Donc j'ai tenu à informer mon entourage et même les gens que je ne connais pas. C'est-à-dire j'ai décidé de le dire, j'ai décidé de m'ancrer et d'accepter que je souffre d'un problème avec l'alcool. Puisque pendant très longtemps, alors déjà il y avait une partie un peu effectivement, les premières parties où j'étais dans le déni, où je me disais non, les gens ils boivent, moi j'ai juste
ça me fait juste un effet différent, c'est ok, tu bois pas plus que les autres, continue. Le déni. Voilà, donc ça c'est ok. Après, il y avait la petite phase de négociation. C'est-à-dire que je commençais à savoir que j'avais un problème avec l'alcool, mais je ne voulais pas avoir un problème avec l'alcool. Je trouvais que c'était injuste d'avoir un problème avec l'alcool, mais comme si ça prenait toute ma vie, quoi. Non, c'est injuste que j'ai un problème avec l'alcool, pourquoi moi j'aurais un problème avec l'alcool et pas les autres? Donc je me disais, non, je continue à boire parce que c'est pas juste. Pourquoi les gens peuvent boire 2 verres et pourquoi moi je peux pas? Pourquoi les gens peuvent faire la fête et moi je peux pas être bourrée et faire la fête? Et du coup ça m'agaçait, j'étais en colère contre moi. Du coup j'ai essayé de m'auto-convaincre que ça pouvait marcher, donc je dealais. C'est-à-dire que je me disais, bon, bah, tu vas boire que des panachés. Donc au début, je buvais des panachés, moitié limonade, moitié bière, et puis petit à petit, il y avait de moins en moins de limonade. Et je me souviens d'un jour, ma sœur qui me disait, en fait, tu bois pas des panachés, tu bois des grandes bières avec 2 centilitres de limonade. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Donc voilà, je me leurrais en fait. Je me leurrais, j'essayais continuellement de dealer et aussi de dealer avec les autres. Parce que forcément, tu as quand même des remarques. Les gens quand même te disent, bon bah là c'est abusé, t'as abusé, quand même, tu devrais t'arrêter. C'est soft maintenant. Voilà. Mais je pense quand même que j'ai eu de la chance parce que mon entourage a toujours quand même su que j'avais un problème. C'est-à-dire que même si des fois, le lendemain, c'était compliqué, je pense qu'ils ont quand même toujours intégré le fait que j'ai un problème. Ça restait quand même assez bienveillant, toujours. Après, je pense aussi que ça a beaucoup fait de mal, bien évidemment, à mon entourage, à ma famille beaucoup. Parce que je pense que c'est pas évident de voir un proche qui souffre, qui est dans un tel état de souffrance et pour qui tu peux rien faire en fait. Oui, c'est l'impuissance. C'est l'impuissance. Soit dans les moments où je suis bourrée, c'est l'impuissance, et dans les moments où j'étais pas bourrée, c'était aussi l'impuissance. Mais j'ai quand même eu vraiment la chance. Bon, parfois, ils lâchaient parce que c'était trop pour eux et je le comprends. Mais j'ai eu beaucoup de chance avec mon entourage. Oui, et puis plus on va te dire il faut que tu arrêtes, plus on va finalement te pousser dans une voie, généralement ça crée au contraire de la résistance, de la réactance. Ça crée le contraire et surtout ça pousse à consommer en cachette. Oui. C'est-à-dire que souvent, bon ça vous ne le savez pas mes proches, mais maintenant vous allez le découvrir, souvent effectivement, enfin je pense que vous en doutez quand même, mais souvent quand même effectivement dans les soirées j'allais boire à côté ou avant. Et avant d'arriver à la soirée. Ou les restos, j'allais faire un petit tour, je disais oui je vais faire un petit tour et je passais par le bar, je buvais un petit verre et hop je revenais parce que ça n'allait pas assez vite, parce que j'avais envie de consommer et parce que je crois que fondamentalement j'avais peur d'être en société avec les gens, je ne savais pas comment être moi et l'alcool m'aidait à être moi. Enfin je pensais, voilà. Et je pense que c'est très lié à une forme d'anxiété sociale quand même. Oui, et puis d'estime de soi, je pense aussi. Pareil, dans les gros événements, je ne savais pas comment être, qui être, comment me comporter. Et du coup, ça me prenait beaucoup d'énergie. Et l'alcool, ça me permettait aussi finalement d'être désinhibée. Et maintenant, tu arrives à être toi-même sans alcool. Ouais, et quand je n'arrive pas à être moi-même ou quand je suis fatiguée, je pars. Donc, et c'est ok. Enfin, tu respectes tes besoins. Je respecte mes besoins. Tu les respectes d'une façon qui est saine pour toi. Voilà. Si je suis fatiguée, j'ai pas peur de partir à minuit. Alors qu'avant, peut-être, je le culpabilisais. Mais maintenant, je me dis, quand tu as envie de rentrer ou quand tu t'ennuies, entre guillemets, ou quand ça a moins de sens, en tout cas, ou quand tu es fatiguée, tu pars. Et je pars. Et le lendemain, c'est vachement mieux. Et c'est vachement mieux parce qu'aujourd'hui pour moi l'alcool c'est associé à beaucoup de souffrance et c'est conditionné vraiment au lendemain, ce n'est plus du tout conditionné au bénéfice et c'est là où je voulais en venir, c'est que les 3-4 mois au début c'est difficile et après tu ressens vraiment quand même les premiers effets au niveau du corps, tu te sens moins fatigué, tu n'as plus la fameuse gueule de bois où tu es très mal, où tu vomis, où tu ne sais pas ce que tu as fait. Donc les lendemains sont quand même vachement plus doux, vachement plus beaux, vachement plus en conscience. Tu récupères de la forme, tu te sens de moins en moins anxieuse. Le rapport à la honte qui a littéralement changé, moins déprimée, moins de fluctuations de l'humeur aussi, beaucoup, moins d'épuisement.
Et ça m'a fait aussi perdre du poids. Enfin, moi, vraiment beaucoup de choses. Ça m'a poussé à m'alimenter mieux, à faire plus attention. Bon, je ne me suis pas encore mise au sport, mais bientôt. On y vient. Mais voilà. Donc, et puis aussi, je suis contente pour mes proches. Parce que je suis contente de ne plus non plus leur infliger ça et que ça puisse être plus léger, quoi. Est-ce que tu peux nous parler du moment où tu as pris cette décision ? Oui, le moment où j'ai pris cette décision, c'était l'été dernier. Alors ça faisait déjà un petit moment que j'étais en négociation avec moi-même et je sentais bien que j'arrivais à mes limites. Et j'ai toujours eu cette phrase de Virginie Despentes. Elle m'avait dit « Moi, j'ai arrêté l'alcool à 30 ans », qu'elle dit d'ailleurs, souvent. Et je me suis dit « Bon, j'ai 35 ans ». Ça fait une quinzaine d'années que j'ai un rapport à l'alcool très destructeur. Je suis arrivée au bout de mes limites. J'ai plus envie de vivre une telle souffrance, de me mettre autant en danger, les blackouts. Et du coup, j'ai pris la décision en août, l'année dernière, déjà durant des vacances avec ma sœur et ma mère. Lors d'une conversation, l'un des membres de ma famille m'a exprimé que ça avait particulièrement affecté mon rapport à l'alcool. Et je pense que ça a été j'avais déjà l'insight, mais ça a été pour moi le déclencheur de voir l'impact. Parce que pour moi, les gens que j'aime, c'est... Voilà. Et je pense que ça m'a vraiment aidée à me dire, ok, bah là, en fait, tu vas prendre cette décision. Et donc j'étais sur la plage et j'ai marché longtemps. Et je me suis posée sur la plage et j'ai fait les avantages et les inconvénients de l'alcool. Et j'ai fait du coup une grande liste sur la plage que j'avais photographiée, je me souviens. Et après, je me suis déterminée une date qui était le 17. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le contrat avec toi, tu arrêteras l'alcool le 17 août. Après avoir fait cette liste. Donc j'ai signé sur la plage avec un petit caillou que j'ai gardé. Et ça a été comme ça. Et du coup, j'avais décidé cette date. Et donc à partir du 17 août, il y a 1 an et 2 jours, j'ai pris ma dernière cuite le 16 et j'ai décidé d'arrêter le 17. Alors personne n'y croyait, hein, en mode oui mais bon ça va pas durer, ça va durer 1 mois, on te connaît, j'avais déjà essayé. Mais même 1 mois je trouve que c'est... Ah oui même 1 mois, c'est déjà beaucoup, mais j'avais déjà réussi à faire 1 mois, jamais plus. Cette fois-ci je ne sais pas pourquoi j'étais décidée quoi, j'étais engagée, je me suis engagée. Et ma motivation était un petit peu différente d'habitude. Et je pense que je me suis laissé le temps de m'écouter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je n'aurais pas pu arrêter, où j'ai cru que je pouvais, où j'avais envie d'arrêter parce que c'est une souffrance, mais j'étais pas prête. Et j'avais besoin d'être prête. Et en fait, c'était pas tant... plus on allait me renvoyer qu'il fallait, moins je me sentais prête et plus je sentais que c'était injuste. Et en fait, je pense que c'est à partir du moment où je me suis dit que moi, j'avais un problème avec l'alcool et qu'il fallait... que c'était pour moi en fait que j'allais le faire et que c'était pas nécessairement pour faire plaisir aux autres, même si ça compte. Et là, l'engagement, il a été pris. Ce qui est intéressant, c'est de bien prendre conscience en fait que c'est un processus, cette prise de décision, et que c'est normal d'essayer plusieurs fois et de passer par la rechute. Oui. Parce que souvent, la rechute, elle est vue comme un échec, alors qu'elle fait partie du processus. Elle fait partie du processus. Chaque échec rapproche la personne qui a cette relation problématique à l'alcool à son solutionnement. C'est un engagement aussi de chuter et de rechuter. Enfin, c'est une source de motivation et moi j'ai rechuté plein de fois et c'est ok. Alors pas cette année parce que là j'avais vraiment pris, j'étais prête. Et je pense que c'est important de s'écouter et une addiction, c'est pas se dire j'arrête, c'est aussi s'écouter pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle dit de nous, qu'est-ce qu'elle vient combler, qu'est-ce qu'elle dit. Lui dire au revoir en fait. C'est lui faire ses adieux. Et c'est un deuil aussi, c'est aller vers un deuil de quelque chose, d'une substance qui a eu une fonction pour nous à un moment. Et c'est se dire que maintenant, ça sera différent, on va faire différent. Et je pense qu'il faut être prêt à pouvoir accepter ça. Et que c'est aussi beaucoup s'écouter. Parce que parfois, on n'est pas prêt et c'est OK, en fait, je crois. Qu'est-ce que tu as mis en place comme petite stratégie pour réussir justement à t'engager vis-à-vis de toi-même et
renforcer cette décision que tu as prise? Parce que c'est vrai que souvent on parle de motivation quand on parle d'alcool, et la motivation par essence elle est très fluctuante. Toi, c'est pas sur ça que tu t'es basée, tu t'es basée sur une décision. Une décision qui a émergé d'une motivation. Oui. Mais déjà, c'est de m'engager avec moi-même. C'est cet avantage-inconvénient que j'avais fait sur la plage, ce petit caillou que j'avais pris. Donc ça, c'était l'engagement avec moi-même. Et après, c'était l'engagement avec les autres. C'est-à-dire de le dire. Et puis, cette fois-ci, j'allais plus me cacher, quoi. C'est-à-dire, j'allais pas dire à moitié. Parce que d'habitude, quand j'arrêtais, je n'en parlais qu'à moitié. Ou je n'en parlais pas vraiment. Parce que je me disais, oui, mais si j'ai envie de reprendre, les gens, ils vont m'embêter, enfin, ils vont me faire des remarques, ou ils vont me faire des critiques si je leur dis que j'arrête. Donc, je ne le disais pas franchement. Là, j'ai décidé de le dire franchement à mes proches, mais aussi à des personnes que je ne connais pas, à mes patients, à tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, c'était important, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma guérison. Et puis aussi parce que ça a du sens, et puis aussi je pense que ça peut aussi avoir du sens pour d'autres personnes qui souffrent de problèmes d'addiction, parce qu'encore une fois c'est tabou, parce qu'on n'en parle pas, parce que tu es une nana, parce que tu es jeune, ou même si tu es un homme d'ailleurs, mais on en parle, il y a un tabou autour de l'addiction. Donc, et parfois on peut même souffrir d'addiction sans savoir qu'on souffre d'addiction. Donc moi je pense d'en parler, ça permet aussi parfois peut-être de prendre conscience, ou de se dire, en tout cas je trouve ça important. Donc ça a été pour moi des renforçateurs très forts. Mon tatouage, parce ta que lettre aussi, ma lettre. Alors ma lettre, je m'écris des lettres tous les 6 mois. Alors au début, je le faisais tous les mois, et maintenant c'est tous les 6 mois. Et maintenant, je pense que ça sera un peu plus espacé. Mais je m'écrivais des lettres, avec des rappels de l'alcool, avec ce que j'avais gagné sur l'alcool, toujours un peu dans le truc d'avantage-inconvénient finalement. Et puis de m'encourager aussi. Et puis il y a 6 mois, ça a été aussi le tatouage. Parce que le tatouage, je me suis dit, là, ma petite, tu vas pas pouvoir reprendre. Ou si tu reprends, il va falloir rayer la date et refaire une autre date. Et ça fera un peu particulier quand même. Ça peut faire un style, mais je vais éviter de rayer quand même. Donc du coup, le tatouage, là, je me suis dit, là, je l'ai fait à peu près, je crois, à la période de mon anniversaire. Ça faisait donc 6 mois que j'avais à peu près arrêté de boire. J'attendais quand même, parce que je voulais quand même vraiment être sûre. Parce qu'au début, ça aussi, c'est que quand j'ai arrêté, je ne me suis pas dit j'arrête pour toujours. Je me suis dit j'arrête pour 1 an. Mais c'est bien de faire des CDD et de réévaluer. Voilà. Quand tu réévalues, la balance est tellement... plus tu réévalues, et plus la balance, effectivement, elle penche du côté des bénéfices. Du côté des bénéfices, et l'alcool prend beaucoup, beaucoup moins de poids et de place. Jusqu'au moment où, en fait, l'alcool, il n'en prend plus de place. Ouais. Et aujourd'hui, 1 an après, pour moi, l'alcool, c'est toujours là, et je sais que je ne m'y risquerai pas. C'est toujours une peur, j'ai toujours peur qu'il y ait de l'alcool à mon insu dans un verre, mais ça ne prend presque plus de place. Ça, c'est très chouette de savoir qu'à un moment, on peut être libéré. Oui. Et, parce que des fois, quand on est dans cette démarche d'arrêter, on a l'impression que ça va être dur tout le reste de sa vie. Et finalement, ce que tu dis, c'est que c'est dur, c'est vrai. C'est dur. Une période, et ensuite, c'est comme une évidence, quoi. Après, c'est une évidence. De toute façon, l'alcool, c'est une rencontre avec soi quand t'arrêtes, parce que c'est vraiment se rencontrer avec soi, quoi. Donc c'est pas facile, et c'est pour ça qu'au début, c'est pas facile, et que les 3-4 premiers mois sont difficiles, mais plus le temps passe, au bout déjà de 6 mois, c'est mieux, 8 mois, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et puis après, on oublie presque, c'est-à-dire, on oublie. J'oublierai jamais parce que c'est marqué, mais c'est plus à l'affût. Et puis, on peut être avec des personnes qui vont boire un verre de vin ou autre sans que ça déclenche quoi que ce soit, ce qui n'était pas le cas au début. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et aujourd'hui même, j'ai presque une indifférence à l'alcool. Donc, si je me revois il y a 1 an, mais je me dis, mais comment c'est possible d'avoir presque une indifférence à l'alcool ? C'est ouf, alors qu'avant, ça prenait toute la place, quoi. Un message pour les personnes qui peuvent être dans une relation problématique à l'alcool et qui aimeraient se lancer ? Déjà, mon premier message, ça serait d'essayer, mais c'est difficile, de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte de souffrir d'une addiction, telle qu'elle soit, et notamment, là, on parle de l'alcool,
même si c'est très difficile, et de savoir aussi qu'on n'est pas seul. Parce que souvent, on se sent très seul dans cette addiction. On a l'impression que ça nous arrive à nous, qu'on est bizarre et que les autres, ça leur fait pas le même effet. Parce que souvent, on est dans un groupe et on est la personne qui a un problème avec l'alcool. Mais qu'on n'est pas seul, qu'il y a des alliés, des professionnels de la santé, qu'il n'y a pas à avoir honte, que l'addiction, c'est une pathologie qui se traite, qu'on peut vivre sans. Et qu'on peut vivre une vie sans substance, et qu'on peut vivre une vie sans alcool, et qu'on peut vivre aussi une vie chouette sans alcool. Parce que souvent on se dit, mais putain, qu'est-ce que je vais faire sans alcool? Désolée pour l'insulte, mais qu'est-ce que je vais faire sans alcool? Et bien sans l'alcool, on peut faire plein de choses, et on apprend à se rencontrer, et ça peut être tout aussi fougueux, ça peut être tout aussi pétillant. Moi je ris plus depuis que je bois plus. Alors déjà, je riais beaucoup, mais, parce que j'adore rire, mais je ris beaucoup plus. Et surtout, je suis beaucoup plus connectée au monde et aux gens. Et je m'ennuie beaucoup moins du coup, parce qu'en fait, je me rends compte que l'ennui, c'était très associé au vide et au truc d'anticiper. Alors que finalement, quand il n'y a pas l'alcool, il n'y a plus la barrière qui nous sépare des autres et on apprend à se connecter. Et ça aussi, c'est un vrai renforçateur. Et que du coup, l'alcool, on peut vivre sans et on peut vivre aussi bien sans. Oui, je pense que c'est important de le tester. Souvent, la barre des 1 an, justement, est importante parce qu'on a passé le premier Noël sans alcool, le premier anniversaire sans alcool, le premier été sans alcool. Et plus on vit comme ça des événements sans, plus on se rend compte que c'est possible. Et une fois que tous les événements sont passés sans alcool, et ben là, ça y est. On est libre. Et quand vous êtes libre, vous êtes vraiment libre. Et c'est chouette. Donc mon message, c'est vraiment celui de l'espoir. Qu'on peut vivre une vie sans substance. Merci Manon. Merci Delphine. Donc maintenant tu parlais d'une de tes peurs après l'arrêt de l'alcool. Oui, ouais. Je parlais d'une de mes peurs après l'arrêt de l'alcool, avant l'arrêt de l'alcool. Ah oui. Qui était celle de possiblement ennuyer les gens. C'est-à-dire que les gens avaient tellement l'image de moi que je buvais, etc., que j'avais peur de les ennuyer, et d'être moins fun, et d'être moins drôle, et que les gens s'ennuient. Et ça a été longtemps une croyance qui m'a empêchée d'arrêter de boire. Et maintenant que tu as arrêté, est-ce que cette croyance, tu t'en es débarrassée? Oui. Et parfois, c'est des peurs qui peuvent revenir. D'accord. Mais du coup, j'ai compris que c'était plutôt en lien avec l'image de moi, et que c'est moi qui n'avais pas assez confiance en moi. En fait. Oui, et puis peut-être que ce que tu imagines comme de l'ennui, c'est juste du calme. Oui, peut-être. C'est possible. Et qu'on peut être fun et marrante et stimulante. Sans avoir bu. Sans avoir bu. Parce que finalement, qui tu es toi? Tu restes la même personne avec ou sans alcool. Après, je pense qu'il y a une réalité, c'est-à-dire que certaines amitiés peut-être qui n'étaient pas suffisamment profondes, effectivement, peut-être que ça peut arrêter certaines amitiés qui étaient basées que là-dessus. Mais en même temps, j'ai l'impression, mais tu me dis si je me trompe, que toi, tes amitiés, elles étaient plus intenses et plus profondes que ça. Oui. Et moi, je pense, par exemple, pour avoir fait certaines soirées avec toi, que finalement, c'était vachement plus intéressant en début de soirée qu'à partir d'un certain moment. Oui. Et que nos soirées maintenant sont finalement beaucoup plus intenses, profondes et stimulantes. Non, mais c'est... Bah oui, non, mais si, je suis d'accord. Bah, je suis plus connectée. Je suis plus connectée. Ouais. Avant, j'étais là, mais aussi dans mon monde et là. Donc c'était... Mais ça a été une croyance. Qui a été un frein longtemps. Et qu'est-ce qui peut, à ton avis, te permettre, ou permettre aux personnes qui te regardent de tester cette croyance-là? De la remettre en question? De la remettre en question. Ouais. Mais de quelle façon? Et de la mettre en pratique. Ouais. Aussi. Mais plusieurs fois. Parce qu'au début, vous allez vraiment croire que votre croyance est vraie. Alors comment on peut faire ça, à ton avis? Et ben, en réitérant, en s'exposant petit à petit, en fait. Parce qu'en fait, la croyance, elle est alimentée par l'émotion. Ouais. Par la peur. Donc... plus on s'y expose et moins elle prend de force, et puis on check après les faits, quoi, en fait. On se dit bah non, bien au contraire. Donc, ouais. Non. Donc de mettre en pratique des soirées sans alcool,
et d'observer ce que tu ressens, ce que les autres ressentent, la connexion avec les autres. Ouais. Et pourquoi pas aussi leur poser la question. Ouais, leur poser la question. Et puis peut-être d'écrire un petit bilan de la soirée, finalement. Regarder les faits. Et après de réécrire quand vous faites une soirée avec alcool. Ah oui, ça peut être hyper intéressant. Merci Manon, après une soirée avec alcool, de voir qu'est-ce qui a été connecté, qu'est-ce qui a été profond, qu'est-ce qui a été amusant dans la soirée vraiment, et combien de temps, et pas qu'avec cette vision d'alcool, cette vision plutôt réaliste et rationnelle, et refaire la même chose mais sans alcool et voir la différence. Ouais, ça c'est un bon truc. Ouais. Parce que finalement, vous allez vous apercevoir que quand il y a de l'alcool, pendant peut-être 1 heure, ça va être chouette, le temps, ça monte quoi. Mais qu'après, vous perdez les moments, vous perdez les connexions, vous perdez le fil. Alors que finalement, quand vous êtes sobre, il peut y avoir des petits moments d'ennui, de calme, de sérénité. Et puis de toute façon, même d'ennui, c'est ok aussi. D'ennui, de vide. Mais ça passe. Et puis on se connecte plus authentiquement, c'est clair. Et je pense aussi que vraiment, il faut pas, vendre du rêve non plus. Je pense que toi, tu avais un entourage qui ne consommait pas de la même façon que toi. Je pense que tu sais, pour certaines personnes qui sont dans un entourage qui pousse à cette consommation et où tout le monde consomme de cette façon-là, c'est vrai qu'il y a ce risque, malgré tout, de perdre certaines amitiés qui n'étaient pas des amitiés, qui étaient basées que sur l'alcool en réalité. Les soirées. Et que dans ces cas-là, peut-être une des solutions aussi, c'est de réactiver ou de retrouver un nouveau réseau social d'autres personnes qui peuvent qui peuvent nous accepter tel qu'on est, sans l'alcool, et qu'il n'y ait pas ça entre les deux personnes de la relation. De toute façon, quand tu arrêtes une substance, tu vas bouger aussi un peu l'entourage. Oui, c'est systémique en fait, c'est sûr. Ouais. Même si moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'espère que les personnes n'avaient pas forcément la même consommation, c'est que ça leur faisait un effet différent. Oui. Parce que ça, on oublie de le dire aussi, et c'est d'ailleurs très important, c'est qu'on n'est pas égaux face aux substances. Et que certaines personnes vont pouvoir consommer de l'alcool et sentir le feu orange, et pas tout de suite passer au rouge, et d'autres non. Oui. Et que aussi on n'a pas les mêmes sensibilités aux substances. Oui, il y a certaines fragilités. Voilà. Ouais. Que parfois on peut projeter sur l'autre que la personne va s'ennuyer avec nous parce qu'on a arrêté de consommer, alors qu'en fait on est en train de projeter ses propres peurs. C'est-à-dire que moi, peut-être plus jeune, je n'aurais pas été capable d'arrêter l'alcool ou d'arrêter, et du coup je peux parfois projeter ma peur sur l'autre en me disant que la personne va peut-être s'ennuyer avec moi, ou que ça va être moins fun, que ça va être moins drôle, alors que finalement je projette. C'est peut-être moi à ce moment-là, quelques années en arrière, je me serais peut-être possiblement... en tout cas j'avais cette croyance que si je ne buvais pas, Tu aurais peut-être manqué de tolérance vis-à-vis d'une personne que tu aimais côtoyer avec l'alcool, qui aurait décidé d'arrêter. Peut-être que à ce moment-là, tu aurais eu des pensées du genre elle est pas drôle. Non. Non, c'est pas ça? Non. Ah, j'ai cru que c'était ça dont tu parlais. Non, j'aurais été admirative là. Ah ouais, et c'est marrant alors. Ouais. Alors je vois pas le truc. Ah ouais, non, j'aurais été admirative de quelqu'un qui me dit... J'ai un ami comme ça qui a arrêté depuis 5 ans et j'ai été toujours admirative. Et alors pourquoi tu penses que pour toi ça aurait été différent? Sur le fait que moi, peut-être, à un âge plus jeune, j'aurais ne pas aimé arrêter de consommer si j'avais été au contact de quelqu'un qui consomme. Oui, je comprends. Je me serais peut-être suradaptée pendant un moment, d'où ma peur du coup. Tu vois. Et voilà, c'était le témoignage hyper touchant de Manon. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de recevoir ce message d'espoir. Et n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu as sur cette problématique pour que je les intègre à mes prochaines vidéos. À bientôt pour prendre soin de ta santé mentale.